Et voilà, nous sommes de retour. Merci beaucoup à Agnès pour ce film absolument magnifique et très très beau, très touchant. Alors, je rappelle juste aux spectateurs que vous pouvez laisser des messages et des commentaires sur le chat d'Envimeo directement. On attend volontiers vos retours par rapport à ce film. Et puis, la première question, je pense que c'est quand même logiquement pour Lauriane. Comment ça se passe cette ferme finalement alors aujourd'hui? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Nous, on est en train de on est en train de finir la deuxième année d'installation. On se prépare à l'hivernage, au tarissement. Les vaches vont arrêter d'être traites et puis ensuite on va faire tous les travaux d'hiver et attendre les vélages début mars. On est vraiment contente d'être là. On regrette absolument pas notre choix et on apprend tous les jours. Voilà, c'est une super belle aventure. Mm. Génial, génial. Et Jean-Yves, pas de regret, ça vous manque pas? Non, la ferme ne me manque pas parce que c'est agréable d'être à la retraite. Ça, c'est super. Ne serait-ce que de pas se lever le matin, c'est bien. Et je voudrais quand même remercier au passage Agnès d'avoir réalisé ce film parce que ça a été pour nous un moment super. On a fait de très belles rencontres avec Agnès, avec toute son équipe. Ça, c'était très bien. Et le fait de le faire sur ce passage-là avec Audrey et Lauriane, c'était super aussi. Et puis en même temps, ce qu'on nous on garde, c'est ce souvenir inoubliable de notre dernière année sur cette ferme avec nos enfants. Et puis pour eux aussi, ça sera un souvenir qui va rester. Donc ça se passe vraiment très bien. Et puis aujourd'hui à la retraite, pas de problème, hein. J'ai encore beaucoup d'occupations. Très bien. Bah, Agnès, justement, vous pouvez peut-être nous raconter comment vous êtes tombé sur eux finalement. Voilà, parce que vous étiez là au bon moment finalement, mais c'est peut-être pas un hasard. Non, quand on prépare un film, en fait, on déroule une pelote, hein, d'une certaine façon. De rencontre en rencontre, on essaye de trouver son fil comme ça. Et puis, moi, je voulais parler de ce moment de la transmission d'une ferme. Et donc, je me suis d'abord intéressée, je suis allée au lycée agricole, je voulais voir, rencontrer ces jeunes qui s'apprêtent à reprendre une ferme et qui vont à l'école pour ça. Et puis, euh, et puis en fait, chemin faisant, de rencontre en rencontre, je me suis aperçue que les jeunes étaient peut-être un peu trop jeunes et qu'aujourd'hui on pense à s'installer quand on a déjà un petit peu plus tard en fait, hein, quand on a déjà un petit peu de bagages. Et puis en fait, j'ai rencontré des, des agriculteurs et des éleveurs qui sont regroupés au sein du CEDAPA. euh, j'ai oublié ce que le CEDAPA signifie, mais peut-être Jean-Yves te rappelle. Alors ça veut Pour une dire agriculture autonome. Hein, oui, le CEDAPA, c'est centre d'études pour une agriculture plus autonome. voilà. Donc, et là, Franck Le Breton m'a mis sur la piste de Jean-Yves en me disant, tu vas voir, il s'apprête à transmettre à deux Parisiennes. Et moi, ça m'intéresse. J'avais envie de montrer que les femmes prennent de plus en plus leur place, hein, dans le milieu agricole. Donc, en fait, le fait que ça soit une ferme euh, extrêmement intéressante, où il y a un système qui est extrêmement intéressant à raconter, des femmes qui reprennent, et puis c'était vraiment le bon moment. Tout ça a fait que je suis arrivée donc à Kervilly, et puis que on s'est bien entendu et qu'on s'est dit on y va, on embarque sur une année. On y est allé 2 jours chaque mois pour montrer aussi comment on se prépare à reprendre une ferme, hein, comment on rentre petit à petit dans l'apprentissage de ce qui s'est mis en place au fil des expérimentations de Jean-Yves et Elisabeth. Donc
Donc ça s'est fait comme ça. Et puis le film donc a été diffusé en deuxième partie de soirée après un documentaire historique, Nous paysans. Et, ça a été une vraie satisfaction parce que le film a été diffusé assez tard. Et en fait, il y a eu une belle audience à minuit. Et le film continue d'être vu, de susciter des débats, des discussions. Donc c'est tout ça, c'est beaucoup de joie en fait, hein, d'avoir partagé ce temps-là avec Audrey, Lauriane, Jean-Yves et Elisabeth, et de voir qu'on continue d'en parler en fait, hein, de le montrer. Voilà. Ben, c'est un petit peu effectivement les deux points, je pense, centraux du film. C'est à la fois ce côté, le système Jean-Yves qui est vraiment, qui est assez unique, assez génial, parce que c'est vraiment pensé vers une production plus écologique, aussi vers une qualité de vie de l'agriculteur. Comment faire pour avoir finalement pas trop de travail. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une réflexion qui a été faite et qui à quelque part qui est faite aussi pour rendre le métier peut-être plus intéressant pour des jeunes. Et puis je pense que c'est pour ça que Lauriane était intéressée par ce modèle-là en particulier. Et puis l'autre aspect, c'est effectivement le problème de la transmission. Le film quand même termine, on y passe un peu vite, mais enfin il y a cette phrase qui est hyper déprimante finalement, de rappeler qu'il y a 200 fermes qui ferment chaque semaine en France. C'est horrible. Alors peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plus de fermes qui fonctionnent comme selon un peu, j'appelle ça le modèle Jean-Yves entre guillemets. Mais voilà, enfin pour moi j'ai l'impression que c'est un petit peu les deux thèmes centraux du film. Euh, c'est ça en fait. Hein. Oui, oui, complètement. C'est la rencontre en fait d'un moment très particulier dans la vie d'un agriculteur, d'une agricultrice, et on sait bien que il y a en ce moment beaucoup de, c'est un moment qui suscite un peu d'angoisse. À qui on va transmettre, comment on va transmettre, et je pense que en soi déjà c'est complètement un sujet dont il faut discuter. Et, euh, et en même temps, puisqu'on allait parler de transmission et de voir comment ça se passait petit à petit sur un an, moi il me semblait intéressant de, de pouvoir montrer que cette ferme qui se transmet, c'est une ferme qui est viable, sur lequel on a réfléchi, comme vous venez de dire, à travailler de façon à travailler moins, d'une façon plus intéressante, à être toujours toujours faire attention à l'environnement, etc. Et puis Jean-Yves peut en parler, hein, comment il a petit à petit mis au point son système, et c'est économiquement, enfin c'est toujours ça aussi que je trouve passionnant à dire, c'est que c'est un système qui permet aux éleveurs de bien vivre. Donc, mais je pense que Jean-Yves, tu peux raconter un petit peu peut-être euh, comment tout ça s'est mis en place pour toi, comment t'as réfléchi les choses. Alors, pour ce qui est du système, en fait, c'est pas, ça serait très long de tout expliquer, mais on va dire que pour nous, l'entrée a été sur la question du temps de travail. C'est-à-dire qu'on a cherché à réduire au maximum la quantité, mais surtout la qualité du travail que l'on fournissait à l'exploitation. Alors ça, c'était plutôt une réflexion personnelle, puisqu'à ce moment-là, Elisabeth travaillait à l'extérieur, donc la question se posait pas pour elle. Mais ce qu'on s'est rendu compte très très vite, c'est que d'avoir d'abord accentuer notre réflexion sur cette quantité de travail, à faire en sorte que notre efficacité du travail s'est améliorée, et ça a permis l'entrée d'Elisabeth sur la ferme et lui a permis aussi de quitter le travail qu'elle faisait avant. En fait, on a découvert qu'on pouvait fabriquer facilement 2 salaires sur l'exploitation. Le système après qui s'est mis en place, en fait, il découle de cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'en réduisant notre quantité de travail, on décidait aussi de réduire tous les achats extérieurs et la mécanisation qui allait avec, ainsi que la quantité de bâtiments qui était nécessaire au système.
De cette façon-là, on a rendu le système vertueux. En fait, avec très peu de choses, on était capable de produire à bas coût, qui plus est en bio, donc mieux rémunéré, et donc forcément avec une meilleure rémunération pour l'agriculteur derrière. Là où le succès s'est prolongé, c'est au moment de la transmission, parce que en fait, on a toujours communiqué nous sur notre façon de faire. C'est pour ça qu'on a eu autant de groupes à venir sur l'exploitation. Et ce qu'on a toujours mis en avant, c'est que nous, sur cette ferme, une petite ferme, au regard de ce que font les autres, on pouvait vivre très bien, avec un très bon revenu, des temps de repos très importants, hein, puisqu'on a quand même pris de l'ordre de 6 à 8 semaines de vacances annuellement, et plus les arrêts de traite qu'on faisait de l'ordre de 3 mois tous les ans. Et on avait donc une qualité de vie extrêmement agréable, en étant en plus en phase avec les attentes de la société, qui sont au minimum de consommer quelque chose de sain et dans une agriculture qui ne détériore pas l'environnement. On a bien communiqué sur cette question-là, et donc ce qui fait que on a aussi intéressé les jeunes à notre système. Et donc, comme les jeunes se sont intéressés à ce qu'on faisait parce qu'on avait une bonne qualité de vie et un bon revenu et un impact très très réduit sur l'environnement, bah forcément, ça les a intéressés à faire pareil. Et c'est ainsi que Lauriane et Audrey sont arrivés chez nous. Et je pense que l'autre cerise sur le gâteau, si on va par là, bah, c'est que nous on était en fin de carrière, avec plus du tout d'emprunt à rembourser, et ça depuis longtemps. Donc une situation financière qui était tout à fait confortable, ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de vendre notre capital d'exploitation pour pouvoir vivre décemment de notre retraite. Ce qui est quand même le cas de la plupart des agriculteurs, hein, qui ont finalement fait assez peu de revenus durant toute leur carrière, et sans la réalisation de leur capital, ne peuvent pas s'acheter une maison en fin d'exploitation. Et donc, nous, de mettre notre ferme en totalité en fermage, ça a permis à des jeunes sans capitaux, sans beaucoup de formation, de s'installer, et en prenant très très peu de risques, et puis par le fait même de trouver une banque qui les suit dans ce projet-là. Je suis pas du tout sûr que si elles avaient dû acheter tout le capital, une banque aurait pu les suivre aussi facilement. Qu'en dis-tu, Lauriane? Ben, moi, je suis complètement. Ce système-là, c'est vraiment nous ce qui nous a séduites. C'est-à-dire que on pouvait se lancer et on pouvait se lancer sans avoir cette pression financière au-dessus de notre tête, à se dire bon bah là, il faut produire, faut. Là, ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien, c'est que on est avant tout éleveuse. On se concentre sur notre travail, on le fait bien, on apprend des choses. Du coup, on acquiert de l'expérience, on acquiert du crédit pour ensuite pouvoir partir sur de l'achat. Mais tout ça, c'est possible justement, oui, parce qu'il y a cette question de la transmission du fermage. Voilà. Et donc là, Et du coup, pardon. Donc, je vais vous demander si la semaine de 28 heures que vous annoncez dans la séquence, on vous voit en formation, est-ce que vous y tenez, ça fonctionne? En fait, on n'en est pas encore là, dans le sens où je pense que, enfin, la réflexion sur le calcul du temps avec Elisabeth et Jean-Yves s'est fait dans un moment sans doute plus avancé dans la carrière. Nous, on est en train de clore notre 2e année d'installation. Même si le système est déjà en place, il y a 1 milliard de choses à maîtriser, à trouver sa place, trouver ses fonctionnements. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se dire on travaille tant d'heures par semaine. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Voilà. Mais on se rend bien compte que notre 2e année ne s'est pas passée comme la première et que la 3e année sera encore différente et certainement plus effective. Voilà, ça me fait penser au film. J'ai beaucoup d'émotions en le regardant encore à chaque fois parce que je me rends compte que les choses ont vraiment changé. C'est tellement différent notre manière de se positionner, d'aborder les choses. Donc la semaine à 27 ou 28 heures, on n'en est pas encore là, mais on ne sait pas faire encore la différence entre les tâches. Donc
Voilà, ça, ça se construit. Très bien, très bien. En tout cas, Justement, si, je, je- je tiens quand même à insister sur la saisonnalité du travail. Et ça, moi, c'est la première fois de ma vie. Je viens de fêter mes 40 ans. C'est la première fois de ma vie que je vis en rythme avec mon rythme biologique. C'est-à-dire que je travaille avec du vivant, dehors, dans la nature, et je vis au rythme des saisons. Là, on se prépare à l'hivernage, au tarissement. Enfin, je veux dire, ça, c'est une richesse incroyable d'avoir cette chance de vivre au rythme des saisons et au rythme de sa nature. Enfin, vraiment, l'agriculture de cette manière-là, c'est une vraie richesse. Et donc là, voilà, on va avoir une période un petit peu plus, ben, forcément plus légère, plus light en termes de charge de travail avec l'hiver. Mais voilà, ce sera des travaux différents. On va faire pas mal de tronçonnage. On a essuyé une petite tempête dans le secteur. Du coup, on va faire du bois. Mais les vaches vont bientôt passer en congé mater. Donc voilà, on arrêtera la traite et puis on se consacrera aux travaux d'hiver sur les mois à très bien. venir. Je voulais juste revenir sur la séquence dans l'école, enfin la formation, là où justement il y a la question du nombre d'heures que les jeunes imaginent passer. Et puis il y a tous ceux qui sont vraiment au taquet, voilà, je suis prêt à travailler 70-75 heures par semaine. Et en fait, on a envie de leur crier, mais non, il y a d'autres façons de faire. Enfin, finalement, est-ce que c'est ça qui est enseigné dans ces écoles, c'est de dire vous allez galérer, vous allez vous épuiser, et puis forcément après on n'a pas de repreneur pour les fermes parce que le jeune aujourd'hui il n'a pas forcément envie de se tuer à la tâche. Euh, Est-ce que dans ces écoles on n'enseigne pas les méthodes ou disons les idées de Jean-Yves? Et puis Jean-Yves, je sais pas dans quelle mesure vous continuez à faire cette transmission de savoir même étant retraité, mais est-ce que vous partagez encore votre expérience? Enfin, je sais pas, je me dis qu'il y a quelque part il y a un décalage entre un travail qui est présenté aux jeunes de façon extrêmement difficile et voilà, enfin, galère, et en même temps se plaindre qu'il n'y a pas de repreneur pour les fermes. Alors c'est Mais très bien dit dans le film, ça. Agnès a insisté sur ce mot, à quel point la valeur travail était importante dans ce milieu. En Mm. comptabilité agricole, on estime qu'un temps normal d'un paysan, c'est 2400 heures par an. Nous, sur notre ferme, on était à un peu moins de 1400. C'est déjà dire la différence. Et Mhm. en dehors de juste cette différence-là, c'est quand même un milieu où non seulement c'est important, mais en plus on est extrêmement valorisé par le volume de travail réalisé. Mm. Et donc un paysan est très très bien vu parce qu'il travaille beaucoup, très tard le soir, très tôt le matin, et plutôt toute l'année. Et ça, c'est très difficile de s'en sortir de ce principe-là. Les gens sont encore sur la notion où il faut absolument travailler plus pour gagner plus et investir plus pour gagner plus. Enfin, on est toujours vers du plus, hein, comme disait l'autre agriculteur dans le film. Il n'a pas arrêté de faire grandir sa ferme, toujours plus pour gagner moins à la fin. Et puis finalement, se terminer en ne sachant pas qui allait reprendre, et même si ça allait être reprenable. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument pas enseigné dans les écoles d'agriculture. Et c'est vraiment déplorable, hein. Même les systèmes Ouais. herbagés ne sont pas enseignés. Le B.A.-ba de Mm. l'agriculture aujourd'hui en Bretagne, c'est la culture du maïs. Après, on étudie la culture du blé. Et après, ce sont les productions animales, lait et porc. Et tout ça, c'est alimenté à base de maïs et de céréales. Le pâturage, ça vient très 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 loin derrière. C'est question subsidiaire. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que les organisations professionnelles agricoles qui prennent la question à bras le corps parce qu'elles se sont rendues compte à quel point on faisait fausse route. Non seulement les gens travaillaient trop pour peu de revenus, mais en plus, ça avait une influence énorme sur la balance commerciale des pays.
via les importations de soja, via les importations de machines agricoles, via les importations de pétrole, parce qu'évidemment, une culture, ça se met pas en place sans pétrole, sans mécanisation, sans pesticides, sans engrais. Une tonne d'engrais, c'est 2 tonnes de pétrole qui sont consommées. Ce sont des notions comme ça qu'avant, on ne voyait pas parce que c'était pas un problème. Le pétrole était pas cher, mais là, actuellement, je vous raconte pas, le prix de l'engrais aujourd'hui, ça remet totalement en question la façon de cultiver les terres. Et depuis quelques mois, on en entend parler sans arrêt dans la presse agricole. Alors maintenant, la question aussi, c'était, maintenant, est-ce que je continue à comment, à faire des actions auprès des jeunes? Effectivement, depuis 2 ans que je suis à la retraite, ben, j'ai pas arrêté dans ce sens-là. Donc, je continue à faire des conférences, des audits auprès des jeunes agriculteurs qui me demandent évidemment, hein. Et puis, ce qu'on fait surtout depuis une année, on est en train de mettre sur papier avec une équipe d'agriculteurs qui a choisi le même modèle, un livre qui va paraître au mois de décembre et qui explique totalement la méthode depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire autant la technique que l'économique, les aspects environnementaux, sociaux, les impacts sur la nature, la biodiversité, etc. Et puis jusque la transformation laitière et comment c'est vu par les laiteries et tout ça. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est un travail qui, pour le moment, est plutôt fait par les agriculteurs via les organisations professionnelles. Ah ben, c'est génial que ce message commence à passer, effectivement. Et vous parlez, effectivement, le soja. Là, on a passé au festival du film vert plusieurs films qui parlent du soja qui vient d'Argentine, où on va déforester. Enfin, c'est encore un impact par ricochet au niveau international qui est énorme. Hein, toute cette agriculture intensive nourrie au soja, enfin voilà, c'est effectivement un énorme problème très très global. Mais c'est vraiment génial que vous continuiez à diffuser ce message et voilà, il faudrait juste encore que ça arrive dans les écoles, si je comprends bien, c'est un petit peu ça. Oui, Mais en fait, alors pardon, excuse-moi. dans la séquence, pour revenir à la séquence du film, l'animatrice, c'est elle qui essaye de mettre en lumière justement auprès des jeunes que c'est quelque chose auquel ils vont devoir réfléchir parce que chacun dans son projet se projette dans un avenir où il travaille 70 heures, etc. Il y a pas de week-end, etc., etc. Et c'est elle qui dit, il va falloir en discuter. Mais c'est vrai que par rapport, comme disait Jean-Yves, par rapport au fait que c'est tellement, ça fait tellement partie de son identité d'agriculteur, d'agricultrice, de travailler beaucoup, que c'est quelque chose qui est dur, hein, qui est dur à venir bousculer parce que si on veut être bien vu, bien considéré comme un bon agriculteur, il faut bosser quoi, il faut y aller, il faut le. Donc c'est quelque chose qui va être compliqué à bousculer, mais en même temps, on a montré le film il y a 15 jours en Bretagne et bon, autour de Jean-Yves, on trouve des éleveurs et des jeunes qui ont, qui sont complètement en train de repenser et de réinventer le métier. Et c'est passionnant, hein, c'est vraiment passionnant ce qui se passe, je trouve, autour de cette idée-là du pâturage, de la saisonnalité, comme dit Lauriane, le fait de compter ses heures, et puis aussi de donner un message d'espoir, parce que quand on a un peu du temps, on a du temps pour se former, on a du temps pour aller voir ailleurs, et donc c'est là aussi où on a l'énergie, la curiosité de faire bouger les choses. Donc moi je trouve que, en tout cas moi je voulais faire un film qui donne de l'espoir, donc parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on parle d'agriculture, à, à être dans quelque chose de l'ordre de la plainte, et, et je trouve que c'est aussi intéressant de montrer que
Ça existe, hein, la difficulté, évidemment. Mais il y a aussi d'autres choses qui s'inventent et c'est vraiment. Enfin, moi, chaque fois que je les vois, ça me donne la pêche, quoi. Hein. Et donc, j'avais envie que ça se sache aussi, quoi. Lauriane, vous vouliez réagir par rapport à ça? Mais oui, c'est vrai que quand on sort un petit peu des sentiers battus, quand on prend du recul ou quand on s'intéresse à des personnes, on se rend compte que il y a des modèles il y a des modèles différents de ce que les grands médias veulent nous montrer. Il existe d'autres choses et quand on parle du film avec Audrey, on est vraiment très fiers d'avoir participé à ce projet pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que ça, ça propose un autre système. On montre qu'il existe autre chose que ce qu'on veut bien nous montrer dans les grands médias, voilà. Il existe autre chose. Et puis, et c'est aussi possible quand on n'est pas issu du milieu agricole. Moi, c'est quelque chose. Enfin, je vais juste parler pour moi, mais Audrey pourrait dire à peu près la même chose. Le nombre de fois, on vous a dit, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour se lancer dans ce genre de projet, sauf qu'en fait, ça veut dire plein d'autres choses. C'est j'accepte aujourd'hui de faire un virage, de faire quelque chose qui n'était pas prévu que je fasse, mais je le fais quand même parce que ça a du sens. Et c'est possible. Et c'est pour ça que c'est vraiment une fierté que le film d'Agnès puisse être diffusé. C'est que ça montre que c'est possible, même si on ne vient pas du milieu agricole, même si on n'a pas des parents agriculteurs ou une ferme à transmettre. Ou, voilà. En fait, il existe plein de choses. Et c'est bien d'ouvrir là-dessus. Il faut absolument que je branche mon ordinateur parce que je n'ai plus de batterie. Alors, peut-être on va écouter Jean-Yves. Oui, alors je vais réagir aux propos de Lauriane et aller dans son sens. Alors, il y a un chiffre qu'on vérifie tous les jours, particulièrement en France. Je ne sais pas si dans les autres pays, c'est dans les mêmes proportions. On sait qu'aujourd'hui, il y a près de 60% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. C'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, il y a plus de la moitié des agriculteurs qui va partir à la retraite. Sur ce nombre-là, seulement 3 sur 4, seulement 1 sur 4 a un repreneur. C'est-à-dire que même en prenant des enfants d'agriculteurs, on n'arrivera pas à faire le renouvellement des agriculteurs. On a un besoin aujourd'hui crucial de personnes venant du milieu non agricole et on ne pourra pas proposer à des gens n'ayant pas des savoirs, on va dire presque génétiques de l'agriculture, hein, parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, on n'arrivera pas à leur donner envie de ce métier si on leur propose pas des systèmes qui les satisfassent pas en tant que projet de vie. Et c'est bien ce qui est le problème aujourd'hui en agriculture, et c'est comme ça que toutes les fermes continuent à aller vers l'agrandissement, alors que tous les gens en agrandissement arrivent déjà à saturation sur leur travail et sur leurs revenus. En fait, ils n'ont plus rien à gagner, quoi. Et donc, donner envie aux gens de s'installer, c'est bien, mais il faut jamais oublier que même chez ces personnes-là, même chez ceux qui sont bien formés, tous doivent inévitablement passer par un apprentissage des pratiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On est obligé de l'apprendre sur le terrain.
en expérimentant par soi-même. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole qui se sont installés depuis quelques années. En fait, même avec des très très bonnes formations, ils se sont rendus compte qu'il a fallu que ces gens payent de leurs propres erreurs pour pouvoir réellement apprendre et continuer à progresser. Donc ça sera vrai pour Audrey et Lauriane aussi, mais pour tous ceux et celles qui viendront après, c'est un métier d'abord de pratique. Bien sûr, de savoir, c'est fondamental, on n'y en a jamais assez. Il faut toujours continuer à se former, ça c'est clair. Mais de toute façon, ça passe toujours par la pratique. Et l'agriculture, aujourd'hui, elle a besoin de bras. Et puis les bras, ben, on les encourage, nous, à venir s'installer. Alors, je vais juste faire le lien avec le film qu'on a passé hier soir, qui a aussi gagné le prix Jouvence à Execo avec l'installation. Il s'appelle donc Champ de lutte, Sommeur d'utopie, qui parle aussi d'agriculteurs, mais plutôt dans la Savoie. Et ce qui ressortait un petit peu des discussions et de ce que disaient les personnages, c'est qu'il faudrait avoir des établissements plus petits et avoir plus d'agriculteurs. Et puis ce qu'on disait hier, c'est justement le problème, c'est que il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont la vocation de se lancer dans ce métier-là. Et donc le fait d'avoir des exploitations plus grandes, c'est presque une fatalité parce qu'il n'y a pas assez de jeunes intéressés à s'installer, comme Lauriane et Audrey. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait réussir à rendre le métier un peu plus attractif, un peu plus sexy, peut-être. Qui veut répondre? Moi, je peux en donner une petite réponse qui est que on devrait pouvoir rendre le métier plus attractif en diffusant des films comme celui d'Agnès. Et puis on se rend compte, nous, enfin, et puis moi depuis pas mal d'années, puisque ça me met assez en colère, que les documentaires qui marchent le mieux, ce sont les documentaires catastrophiques, où le paysan non seulement il gagne pas sa vie pendant toute sa carrière, et puis à la fin du film, il se suicide. Ça a beaucoup de succès. Et puis cette image-là, moi, elle me sort par les trous de nez. Je peux plus ni la voir ni l'écouter. Et il est temps de donner un autre message. Ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est que si on veut que les jeunes s'installent demain, il faut aussi leur donner une méthode. Si c'est juste pour faire du maïs et puis des cultures et de l'intensif, si c'est juste faire la même chose que ceux qui les ont précédés, ils feront comme les autres. Ils gagneront pas un radis, ils travailleront toute l'année, tous les jours de l'année, et prendront jamais de vacances. Ça c'est clair. Hein, et ça donne pas vraiment envie. Et puis le dernier truc, c'est que la société doit aussi prendre ce problème à bras le corps. C'est-à-dire que on continuera à faire agrandir les fermes, mais bientôt on va se retrouver avec combien de paysans sur un territoire grand comme la France, des paysans sans voisins, parce que le premier voisin sera tellement loin qu'on pourra pas lui faire appel à l'aide quand il y a besoin. Mais pas seulement ça, des territoires ruraux qui se vident, et ça c'est terrible. Ça, on en a plein partout de ces petits villages qui n'ont aucune vie, pas un seul commerce, pas une boulangerie, même pas un bar, même en Bretagne, c'est dire. Et en fait, on a besoin de cette vitalité, et pour avoir une vitalité, il faut du monde. Et quand il y a du monde, en fait, tout est possible. Et donc, il faut encourager ces formes-là. Et une des formes d'encouragement de ces formes-là, c'est de faciliter la transmission entre tiers, puisque ça sera plus familial, entre tiers, vers des jeunes non issus du milieu agricole, et avec des formules simplifiées où l'accès au capital est amoindri parce que déjà le système demande moins de capitaux et qu'en plus la partie foncière n'est pas achetée parce que ça devient un boulet à traîner toute sa carrière. Le fait qu'il faut d'une génération de paysans à un autre traîner à chaque fois un achat de foncier, mais ça sert à rien. C'est la société aujourd'hui qui devrait prendre ce problème-là et résoudre à notre place. Bon, mais non, on peut estimer que c'est un bon placement, mais ça fait rien. On peut pas continuer comme ça éternellement à faire du bon placement sur le dos de celui qui va reprendre derrière. Oui. En fait, cette formule-là, elle fonctionne quand c'est les enfants de l'agriculteur qui reprennent. Mais effectivement, si c'est des jeunes de l'extérieur, ça marche pas, quoi. Ce que moi je remarque quand même, c'est que par rapport aux années 90, dans les années 90, moi j'ai fait un film sur la dernière moisson de mes parents, et je me rappelle à l'époque, une petite ferme de polyculture élevage en Bourgogne, même surface que Jean-Yves, que maintenant Audrey et Lauriane, 50 hectares. Et je me souviens qu'à l'époque,
on me disait, de toute façon, les petites fermes, c'est fini, etc. Et en fait, en retravaillant donc ces dernières années sur l'agriculture, je trouve que il y a quelque chose a vraiment changé par rapport aux années 90. Je vois moi de plus en plus de jeunes qui ont des projets de s'installer, mais ça n'est plus du tout la même vision des années auparavant. On a envie de s'installer, pas forcément pour toute la vie. On a envie de s'installer en collectif, on a envie de s'installer en gardant un métier à côté. Donc moi j'ai l'impression qu'il faut être assez à l'écoute en ce moment parce que il y a quelque chose qui se passe autour de ce métier. Alors effectivement, il y a sûrement beaucoup de rêves qui se heurteront peut-être à trop de difficultés et qui ne pourront pas vraiment aboutir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça redevient un métier possible pour les jeunes qui ont envie de s'y frotter, mais d'une autre façon. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un moment intéressant pour ça. Et c'est aussi pour cette raison que l'installation, c'est un film qui me plaît parce qu'on donne des pistes dans ce film. On dit c'est possible, mais il faut penser autrement. Alors j'aimerais juste rassurer Jean-Yves, il y a heureusement de plus en plus de films et c'est ceux qu'on privilégie au Festival du film vert, qui montrent des pistes. C'est vrai que les films catastrophiques où on voit des suicides de paysans, c'était il y a 10-15 ans. Là, on est quand même plus sur des films porteurs d'espoir et surtout montreurs d'exemples, comme justement l'installation, c'est un petit peu plus la tendance Merci. maintenant. On a fait un commentaire de Louis-Marie qui écrit le drame, c'est dans l'élevage où le temps est une obligation quantitative, surtout en acceptant l'agrandissement démesuré. Voilà. Je confirme. Et puis bon, j'avais encore une question un petit peu, peut-être un petit peu provocatrice, mais finalement, le modèle que vous présentez, donc de faire, de produire moins, de produire du beaucoup plus qualitatif, d'excellente qualité, que vous pouvez vendre plus cher, est-ce que c'est un modèle qu'on peut généraliser ou est-ce que c'est justement un modèle de niche parce que finalement, tout le monde n'est pas prêt à payer son litre de lait 2 fois plus cher, même s'il est meilleur? Enfin, est-ce que la masse, je parle vraiment des consommateurs finaux, est-ce que la masse est prête à payer des produits plus chers comme ça? Ou est-ce que ça restera une petite élite et donc réservé à quelques éleveurs, mais pas plus? Qui répond? Je sais pas, Jean-Yves ou Jean-Yves. Lauriane peut-être? Et alors, J'ai pas entendu la question. Alors, je répète ma question. Est-ce que le modèle de produire de façon très qualitative, en quantité plus faible, mais très qualitatif et donc plus cher, est-ce que c'est quelque chose qui peut se généraliser? Autrement dit, est-ce que le public, la masse, est prête à payer son litre de lait plus cher pour avoir un produit de meilleure qualité? Jean-Yves, je te laisse répondre. Alors, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question-là juste simplement. Il faut voir d'un point de vue stratégie. Si l'on constate les 10, même les 20 dernières années, depuis les même 20 dernières années, on voit une augmentation constante de la consommation des produits bio. Actuellement, la production bio représente entre 10 et 20% de la production totale. C'est beaucoup plus élevé dans les productions végétales que dans les productions animales. Et dans certaines productions animales, c'est beaucoup plus élevé que d'autres. Par exemple, en tout ce qui est chèvres et choses comme ça, les petits animaux, c'est beaucoup plus élevé qu'en lait de vache et plus élevé en vache qu'en porc, par exemple. Donc, il y a toutes sortes d'échelles. Donc ça, c'est une première chose. Et la production, elle suit à peu près ce rythme de croissance. La difficulté, en fait, dans les années qui vont venir, c'est de savoir si on va être capable de gérer
l'adéquation entre la production et la consommation. Alors depuis maintenant 3 ans, on est habitué à des croissances à 2 chiffres, autant en production qu'en consommation, et ça va assez bien. Et depuis une année, là, on commence à être sur un plateau. Donc il y a quelques signaux d'alerte, et l'autre signal d'alerte qui se met en place aujourd'hui, c'est que là, je vais plus parler pour ce que je connais mieux, c'est-à-dire la production laitière. On va avoir dans au moins 1 an, voire 2, une tendance à la surproduction de la production en bio, et donc en fait une consommation qui risque de ne pas suivre. Donc ça va se traduire tout simplement par une chute des cours qui est déjà amorcée. Donc à l'avenir, ça veut dire que cette question, elle va plus être réglée par une stratégie de marché. Il va falloir produire ce que la population demande, mais pas plus ni moins. Si on fait moins, la production va venir de l'extérieur, avec des critères de qualité qu'on ne connaît pas. Et si on en fait trop, même localement, ça va se traduire inévitablement par une baisse des prix. Et donc une moins bonne rémunération des producteurs. Donc on en est pour le moment à ce niveau-là. Alors ça peut durer encore longtemps, jusqu'à 100% de la production en agriculture biologique, par exemple. Mais on n'y est pas, hein. Il n'y a pas de souci, on est très très loin de ça. Et ce qu'on peut dire à l'échelle, à plus grande échelle, c'est que si on devait élargir ce type de modèle extensif ou biologique à toute la production agricole, il faudrait surtout que le mode de consommation soit aussi modifié. C'est-à-dire que demain, on sait déjà que c'est plus possible de consommer autant de viande que ce que l'on fait aujourd'hui, autant de produits animaux, et puis surtout des viandes et des produits animaux dont la production dépend des importations de soja, par exemple, qui viennent d'Amérique du Sud, ou du pétrole qui est importé. Et ça c'est encore une autre question. En fait, on a tout un modèle social autour de l'alimentation qui est à rebâtir. Et moi, je suis persuadé que dans les années qui vont venir, le plus tôt possible, je l'espère, on va commencer à remettre à plat ce type de questions et y répondre sereinement. Parce que pour le moment, on est plus sur des questions-réponses qui se basent sur des conflits. On résoudra rien sur des conflits. Il va falloir trouver des bonnes stratégies, comme je le disais dès le départ, pour que tout ça s'accorde petit à petit, tranquillement, mais sans heurter tout. Parce que même le paysan très productiviste, faut pas s'imaginer que en un tour de main comme ça, il va changer son modèle de production. C'est pas possible. L'agriculture fonctionne sur des cycles très 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 longs, quoi. Changer un modèle de production, c'est un travail qui demande de l'ordre d'une dizaine d'années, et encore. Ça, c'est en allant vite. Alors, quelqu'un qui se retrouve en fin de carrière, il va pas changer son modèle de production. Il peut pas le faire. Ça n'a aucun intérêt financier. Alors ça, c'est un truc. L'autre truc, après, qui arrive vite en face de ça, c'est la façon dont on finance l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est le modèle par excellence qui est complètement géré par la politique agricole commune. Et donc, c'est bien cette politique agricole commune, par ses subventions, qui oriente l'agriculture. Tant qu'on donnera des subventions à l'intensification du modèle, on continuera à aller dans ce sens-là. Quelque part, en biologique, ça nous aide un peu parce que, à force de faire des bêtises, ils encouragent le bio, donc ça augmente aussi la consommation, mais c'est pas une solution. Oui, le problème est vraiment complexe, mais moi je rencontre des éleveurs, des agriculteurs, agricultrices qui se posent cette question, hein, qui sont en bio et qui se disent mais moi j'ai pas envie de produire quelque chose pour réserver à une certaine catégorie de gens. Donc et d'un autre côté, les consommateurs, pendant le confinement, ils se ruent sur les produits bio. Et en sortant de confinement, ils mangent moins de produits bio. Donc on s'est aussi habitué, nous consommateurs, à une alimentation qui coûte très très peu cher. C'est des questions qui sont tellement complexes. On ne peut que et c'est l'idée derrière le film aussi, c'est de rapprocher aussi les consommateurs de
de ce que vivent véritablement les éleveurs, les agriculteurs et les agricultrices et leur façon de travailler. Parce que je pense que ça passe par ça en fait, hein, s'intéresser les uns aux autres et voir comment on peut ensemble euh, trouver un moyen de faire que les agriculteurs, agricultrices vivent bien et que ben, nous, on mange bien au prix, à un prix juste en fait pour tous, quoi. Et c'est vrai qu'on est habitué à acheter des produits à un prix qui est en fait trop bas par rapport à ce qu'il devrait être finalement. Hein. C'est un prix, je suis désolée, je prends la parole, c'est un prix qui n'est absolument pas juste et qui n'est pas en réalité avec le vrai. Avec le vrai. En fait, quand il y a besoin de faire une coupe, c'est toujours sur l'éleveur. C'est toujours sur l'éleveur. Quand il y a du circuit long, c'est toujours là, je pars sur des terrains peut-être un peu glissants, mais la coupe, elle se fait toujours sur l'éleveur, sur l'agriculteur, sur le producteur. Et ça, c'est un vrai problème. Sauf que si on veut changer les choses, c'est tout un système qui est à modifier. Et en fait, la question, elle peut se poser quand on est quand on vit à la campagne. La question, elle peut se poser quand on vit en ville. La réponse ne sera pas la même. Et aujourd'hui, dans notre société, il va bien falloir trouver quelque chose pour faire l'harmonie entre tout le monde. Il y a une question sur laquelle on ne répond jamais, c'est le coût d'une production. Par exemple, l'agriculture très intensive va pouvoir argumenter en disant nous, on est capable de produire du lait pas cher, des poulets pas chers, et c'est parce qu'on produit pas cher que l'ouvrier d'usine, qui est lui-même payé pas cher, va pouvoir se nourrir. En fait, en faisant comme ça, on entretient tout un système qui fait que tout le monde travaille pas cher, l'agriculteur comme le salarié, et est condamné finalement à bouffer quelque chose de très très mauvaise qualité. Alors c'est assez bizarre comme système. Et dans ces systèmes-là, on met jamais en avant que ce coût-là, il tient pas du tout compte, par exemple, de ce que ça coûte une dépollution des eaux liée à l'agriculture intensive, de ce que ça coûte d'un point de vue santé, la qualité de l'air avec tous les pesticides qui se trimballent avec, de ce que ça coûte une mauvaise nourriture ingurgitée en grande quantité chez McDo, par exemple, pour ne citer que lui, enfin j'aurais pu dire fast food, ça aurait été plus correct, mais tout le monde aura bien compris. On se rend pas compte de ce que ça coûte à la société, des campagnes qui se désertifient, et puis des infrastructures routières qui servent à quelques personnes et puis finalement à pas grand monde. Et enfin tout ça, c'est des coûts qui sont complètement indirects et puis que tout le monde doit supporter collectivement. Alors que dans nous, ce que l'on propose, en fait, on repeuple les campagnes, les gens se rapprochent des milieux où on vit sainement et on se nourrit sainement, et tout le monde trouve son harmonie grâce à ça. Et c'est bien, comme disait Lauriane, une nouvelle harmonie dans la société qu'il faut trouver. Pour ça, il faut poser le débat. Très bien, je crois qu'on va s'arrêter sur ces très belles paroles. Moi, j'espère vraiment que le modèle que vous proposez va faire de plus en plus d'émules, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la seule solution, ou une des seules. Il y a peut-être d'autres alternatives aussi qui existent, mais il faut vraiment aller dans ce sens-là, en tout cas. Je vais juste revenir encore par rapport au prix des aliments. Hein. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est quand vous regardez la part du budget des ménages dédié à l'alimentation, cette part diminue. Si vous regardez décennie après décennie, cette part diminue, et ça montre bien que finalement l'alimentation n'est plus assez chère aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de raison réelle que ça diminue à ce point-là, quoi. Voilà, je sais pas si vous voulez encore faire un dernier petit commentaire. Agnès, peut-être juste nous dire si vous travaillez maintenant sur d'autres films dans des sujets assez proches.
En fait, comme Jean-Yves, je viens de travailler à un livre sur le film d'histoire qui a été diffusé la même soirée que l'installation, hein, sur France 2. Donc ça s'appelle Nous paysans et on vient juste de le terminer et c'est donc en fait le grand récit historique de la transformation d'une société plutôt paysanne puisque 80% des gens étaient cultivaient la terre il y a 150 ans jusqu'à aujourd'hui où on a à peu près aujourd'hui 2% d'agriculteurs. Et donc voilà, c'est un livre qui va sortir. Et puis, oui, des projets autour de l'agriculture, j'espère. Mais tout ça est encore à affiner pour l'instant. Donc, on en parlera en temps voulu. Ben, pensez au Festival du film vert, en tout cas le moment venu. Et puis, ben voilà, Lauriane et Audrey, je vous souhaite vraiment plein succès dans votre établissement. Et puis, Jean-Yves, bonne continuation et continuez à prêcher la bonne parole et à motiver des jeunes parce que je crois que c'est la clé de la réussite pour faire changer les choses. Merci à vous en Merci tout cas. beaucoup. Un grand Ouais, merci. merci Bonne beaucoup. soirée. Et au revoir. Quel à vous.